Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13-14 au sommaire. Le sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, mère de la Miséricorde à Togoville, a célébré ce dimanche une messe pour la fin du pèlerinage jubilaire. Au premier rang des fidèles pour ses 50 ans, le chef de l'État, Fort Ezozomna Nyazimbe. 42 projets et réformes prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2025. Le Togo a su gagner la confiance des partenaires pour mener à bien ces projets. Résultat, accroissement des financements, les précisions dans ce journal. Changer le lendemain des jeunes, c'est l'engagement de l'IM Impact qui ne cesse d'offrir aux jeunes tous les moyens et toutes les chances de s'insérer dans la vie professionnelle. L'IM Impact facilite l'accès au financement, assure la formation et développe les compétences des jeunes entrepreneurs. À cela s'ajoute l'octroi des bourses d'études. Nous serons sur ce plateau avec la présidente directrice générale, Limda Aweso, pour plus de précisions. Fin ce dimanche du pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, mère de la Miséricorde de Togoville. Ils sont des milliers de chrétiens catholiques à y prendre part. L'événement qui marque les 50 ans de ce lieu saint, un jubilé d'or rehaussé par la présence du chef de l'État, Fort Ezozomna Nyazimbe. Le président de la République a été accueilli sur place à son arrivée par les fidèles chrétiens et le clergé. Les images de son arrivée. Ce sont donc des milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont pris d'assaut. Ce sont donc des milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont pris d'assaut depuis vendredi ce lieu sacré, berceau de la sainteté. Un événement qui marque non seulement la fin du mois de rosaire, observé tous les mois d'octobre par l'Église catholique, mais aussi symbolise les 50 ans d'existence de ce sanctuaire. Un jubilé d'or dont l'éclat a été rehaussé, vous l'avez vu, par la présence du chef de l'État, Fort Ezozomna Nyazimbe, par la présence du chef de l'État, Fort Ezozomna Nyazimbe. Les précisions dans nos prochaines éditions. Les caisses nationales ne sont pas assez suffisantes pour réaliser les 42 projets et réformes prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2022. Il faut l'appui des partenaires et le Togo a su gagner leur confiance avec les différentes réformes, projets et programmes qui ont des impacts positifs sur le bien-être des populations. Résultat, accroissement des financements du Togo. Dodo Aré. Des appuis aux projets et programmes de la feuille de route gouvernementale, le Togo en reçoit de plusieurs partenaires, particulièrement la Banque mondiale. Le dernier financement que l'institution de Bretton Woods a accordé au pays s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Cette confiance est le résultat des investissements judicieux que le chef de l'État, Fort Ezozomna Nyazimbe, a fait dans les secteurs prioritaires, notamment le social. Les secteurs sociaux occupent à eux seuls la moitié du budget de l'État cette année.
Plus de 623 milliards de francs CFA sur un budget total rectificatif de 1975,5 milliards de francs CFA. L'État a même dû faire des économies sur certaines dépenses pour les consacrer aux secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Construction, réhabilitation des hôpitaux, construction des salles de classe, recrutement d'enseignants, financement des travaux d'installation électrique et des projets d'électrification, extension de l'accès à l'eau potable pour tous, financement des projets digitaux et environnementaux, investissement dans l'inclusion financière et économique, entre autres. Tous ces projets ont renforcé la crédibilité du Togo aux yeux des partenaires qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs de croissance accélérée, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de la population. Avec le nouveau financement de plus de 100 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, fera encore un pas vers l'atteinte de ses objectifs en investissant dans l'agriculture durable, l'électrification rurale et la lutte contre les changements climatiques. Une partie du fonds sera également consacrée au développement rural et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous voici au Salon Férine 2023. L'acte 5 accorde une place de choix à la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Le salon interpelle les entreprises à prendre véritablement à cœur la RSE qui contribue au développement socio-économique et promeut une économie durable et inclusive. Compte rendu, Clarissa Ticlet. Au cœur de la 5e édition du salon, facilitation des échanges et révalorisation des investissements, Salon Férin, la responsabilité sociale des entreprises, RSE. L'association Terreau Fertile veut amener les entreprises à une prise de conscience de la RSE et à l'ancrer véritablement dans leurs actions. Et c'est à travers des conférences et panels. Nous avons des conférences qui vont avoir des déclinaisons sur le thème principal qui est celui de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises pour un impact durable au Togo. Donc nous aurons un panel qui va parler principalement de cela et un autre qui va parler de l'entreprise, c'est-à-dire d'une entreprise orientée sociale. C'est vraiment prendre conscience de la responsabilité sociale de chaque entreprise et de pouvoir voir quel est l'impact que cela a pour l'entreprise et pour également les sociétés bénéficiaires. L'édition 2023 du Salon Férin se veut spéciale avec à la clé un gala du cœur qui permettra à l'association Terreau Fertile de mobiliser des fonds pour des œuvres sociales en faveur des enfants et des femmes. La première cible pour lesquelles ces contributions ou ces mobilisations iront, c'est les enfants malades de cancer. Par des ventes aux enchères que nous allons organiser, par des appels à mobilisation, par également des propositions d'achat que nous allons vous faire. La deuxième cible, c'est les enfants de rue, les enfants vulnérables. Donc nous allons soutenir une association qui déjà s'occupe d'eux pour pouvoir les prendre en charge et permettre leur réinsertion professionnelle. La troisième cible, c'est les femmes vulnérables, pour lesquelles l'association Terreau Fertile travaille déjà. Le discours inaugural du Salon Férin décline les bénéfices pour une entreprise qui s'engage dans la démarche RSE. Une entreprise qui adopte une démarche RSE commence par avoir une réputation. Et cette réputation peut d'ailleurs être un élément stimulateur pour ses consommateurs. Et puis la RSE aussi est une source d'innovation. Parce que l'innovation, c'est toujours d'apporter de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières de produire, mais surtout d'avoir des capacités de pouvoir proposer de nouvelles choses à vos clients. Pour la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, marraine du Salon Férin, la RSE est également porteuse d'opportunités de développement. La RSE représente une opportunité pour l'Afrique et pour les Africains. Celle de soutenir un développement durable, inclusif, tout en améliorant la performance de leurs entreprises et surtout leur image. C'est un véritable pari gagnant-gagnant. Le gouvernement togolais, sous le leadership très éclairé de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, à travers le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a mis en place des programmes et des initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat social, l'innovation inclusive,
et la responsabilité sociale des entreprises. Le Salon Férin, en plus d'être un cadre de réflexion, permet de distinguer les acteurs qui se sont démarqués par leur réalisation, leur engagement et leur contribution au bien-être social lors du Gala du Cœur. Les portes du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, se referment ce dimanche. Sur place, on retrouve des entrepreneurs passionnés dans leurs stands où sont exposés leur savoir-faire. Ce samedi, une équipe de la TVT a fait un tour sur le site. Commentaire sur image, Carmen Madjiakatou. Encore 24 heures et ce sera la fin du Miato édition 2023. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, ce marché international des artisans du Togo s'anime. Les activités vont bon train. On y trouve des produits innovants, fruits de l'intelligentsia africain. Sika liqueur et Sika détox. Ce sont des boissons fabriquées à base de sodabi, l'alcool du terroir et ensuite les plantes et les épices médicinales. Nous l'appelons communément boisson médicalisée. Nous avons apporté les produits de cosmétiques naturels, sans additifs chimiques, comme shampoing, savon, lait, pommades pour cheveux, les pommades antimicrobiennes, les savons de visage. Plusieurs pays de la sous-région sont représentés à cette exposition. En plus du Mali invité d'honneur, on a le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et bien d'autres encore. Il y a parfait attirance, il y a encens pour les femmes mariées, il y a médicaments pour les hommes, il y a médicaments pour les femmes aussi. Et encens pour parfumer maison, chasser mauvais esprits. On a amené beaucoup de choses. Et à tisane aussi pour les femmes aussi. Ça, on a amené ça pour les femmes. Mais hommes aussi peuvent boire ça. J'ai apporté des innovations pour pouvoir aider au développement de notre continent. J'ai créé un régulateur solaire MPPT pouvant nous recharger les appareils qui ont déjà la batterie à l'intérieur. Tous ces artisans partagent les mêmes objectifs. Mieux se faire connaître pour être plus compétitif à l'aune de la mise en œuvre du marché de libre-échange continental ZLECAf. Je suis dans la transformation des amuse-bouches à base de farine de maïs. J'ai pensé améliorer notre farine maïs pour faire les amuse-bouches. Nous avons apporté les chemises batiques, les pagnes batiques, les poufs et les tables. On a amené plusieurs surprises. Et on est en train de faire la promotion à cette foire. Le Miato est une vitrine pour les artisans, un portail de la consommation locale et un carrefour international des artisans qui n'attendent que la visite de la population de Lomé et ses environs pour partager leur passion. Recouvrement et achat des produits vivriers, l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, est déjà sur le terrain dans la ZAP d'Atchou à Niaroué. Elle a obtenu, cette ZAP, un préfinancement de 14 millions et emblavé 92 hectares de maïs. Le point, Sylvain Abdou. L'agence de transformation agricole ATA, créée par le chef de l'État, a mis en place 20 ZAP d'excellence sur les 218 afin de promouvoir l'agriculture contractuelle. Parmi les 20, figure celle d'Atchou à Djangoué dans la préfecture de Logou. Il s'agit à travers cette politique agricole de leur permettre d'obtenir des préfinancements. Ces financements sont octroyés par l'État togolais à travers l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Des fonds pour leur faciliter les activités sur les ZAP. L'ANSAT préfinance les activités, le labour, les semences, les intrants et notamment l'engrais, les produits phytosanitaires et en retour, les producteurs remboursent à travers la production. L'agence a facilité le contact des producteurs avec des acheteurs, notamment l'ANSAT. Plus de 233 millions ont été injectés dans ce sens, des fonds remboursables en nature par des produits vivriers, notamment le maïs et le riz. Environ 1228 tonnes vont être mobilisées sur toute l'étendue du territoire. D'où cette présence ici à Atchou à Djangoué, l'une des ZAP, en vue de la collecte de 118 tonnes de maïs pour 14 millions de crédits obtenus.
Le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 233 500 000 pour préfinancer toutes les activités sur 20 ZAP sur l'ensemble du territoire national, à raison de 10 ZAP au sud et 10 ZAP au nord. Il était attendu un remboursement en nature versé dans les magasins de l'ANSAT. Donc c'est à ce titre que nous sommes venus aujourd'hui à Touagna pour prendre possession des 68 tonnes de maïs attendus dans le cadre de ces appuis financiers, parce que la ZAP à Touagna avait bénéficié d'une enveloppe de 14 830 000. En dehors des 78 tonnes, cette zone d'aménagement dispose encore de 150 tonnes. L'ANSAT a procédé également à l'achat des 150 tonnes de stock restants pour un montant de 28 millions. Ce qui est intéressant par rapport aux résultats qui ont été tellement imposants, c'est que les paysans de la ZAP à Touagna ont annoncé une offre de vente de plus de 150 tonnes d'une valeur de 28 500 000. Donc on a bien voulu faire une cérémonie de remise solennelle d'un chèque d'un montant de 28 500 000 francs pour consigner ces fonds et les décaisser au fur et à mesure des stocks qui vont être vendus à l'ANSAT. Donc nous espérons que d'ici 1 à 2 semaines, on aura bouclé les 150 tonnes et envisager éventuellement l'achat des surplus non encore déclarés, parce que les résultats ont été, comme je le disais, très imposants, impressionnants. Un acte vivement salué par les producteurs. Nous remercions sincèrement le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Zozina Gnassingbé, qui nous a tellement accompagnés et nous sommes tellement contents pour pouvoir élargir le champ à la campagne prochaine. L'activité marque donc le lancement des opérations de recouvrement des crédits et d'achat des produits vivriers. Pour cette campagne, le prix d'achat du maïs et du riz paddy est de 190 francs le kilo, soit 190 000 francs la tonne. Le sorgho et le mil, 300 francs le kilo, et le riz usiné blanc, 400 francs le kilo, soit 400 000 francs la tonne, et le haricot, 500 francs le kilo, soit 500 000 francs la tonne. À Dapan, la mosquée centrale a un nouvel imam, Cheikh Ousmane Douti, a été investi vendredi dernier, 5 mois après le décès de son prédécesseur. La cérémonie avec Gérard Lagoudou. C'est officiel, Cheikh Ousmane Douti a été installé par le président du Conseil supérieur des imams du Togo, Cheikh Agoro Zakaria, en présence des présidents des institutions de la République, leaders d'autres confessions religieuses, représentants du pouvoir central, cadres de la région des Savanes, représentants des services déconcentrés et décentralisés. Avec la forte mobilisation de la population, le nouvel imam a reçu le ruban, le Saint-Coran et la canne, des attributs qui font désormais de lui le premier responsable de la mosquée centrale de la ville de Dapaon, conformément aux dispositions statutaires en vigueur. C'est l'esprit de grandeur, de rassembleur, de la personne même qu'on introduit aujourd'hui. C'est une charge lourde, comme sur la tête de celui-là qui va gérer la communauté musulmane de Claude dans cette Afrique d'adoration. Une lourde charge que la communauté chrétienne compte partager également avec Cheikh Ousmane Douti à travers son appui qui se matérialise dans la région, ce qui renforce davantage la cohabitation pacifique interreligieuse au Togo. Comme Moïse pour le peuple de Dieu, Dieu vous donne ce devoir de conduire toute la communauté musulmane à Dapan pour le paradis par vos prêches et vos enseignements selon ce que Dieu veut. Nos prières vous accompagneront afin de vous permettre d'être à la hauteur de cette tâche. Les chrétiens catholiques du diocèse de Dapan partagent votre joie et votre action de grâce à Dieu. Bonne mission au nouvel imam de Dapan, sous la conduite de Dieu Tout-Puissant, que règne dans nos cœurs la paix. Né en 1958, Cheikh Ousmane Douti succède ainsi à Feu El Hadj Mijinawa Mohamed, qui a rejoint le tout miséricordieux dans la nuit du 8 au 9 juin dernier.
À peine installé, Cheikh Ousmane Douti entame le premier acte de sa mission en dirigeant la grande prière du vendredi, Djouma. Il appelle les fidèles à être des artisans de paix et de sécurité pour le développement prôné par le chef de l'État-fort, Essaouzou Niassingbe. Cheikh Ousmane Douti est le 4e imam à la tête de la mosquée centrale de la ville de Dapao avec 2 adjoints. Il a plus de 500 fidèles à conduire dans l'islam, religion de paix et de pardon. Présente à cette cérémonie d'intronisation, l'association des commerçants du Grand Thône à Lomé a apporté un appui vestimentaire et bien d'autres pour soutenir les couches vulnérables. Gérard Laboudjou. L'association des commerçants du Grand Thône apporte son appui pour favoriser de meilleures conditions d'accueil aux déplacés. Impliqué dans l'organisation de l'investiture du nouvel imam de la mosquée principale de la ville de Dapao, elle a mobilisé 15 ballots de friperie et des nattes au profit des couches rendues vulnérables par la situation sécuritaire dans les savanes. Il y a un besoin. Bientôt, nous serons en période de l'harmattan. Nous ne pourrons pas venir et repartir sans rien faire pour appuyer l'effort de notre gouvernement. Merci au chef de l'État, son Excellence Fort Essaouzou Niassingbe, pour sa politique de paix. De Sinkansé jusqu'à Lomé, le chef d'État prône toujours la paix. Donc nous, en tant qu'association des commerçants du Grand Thône résidant à Lomé, nous lui disons merci pour les efforts pour nous dans ce pays. Le préfet de Thône, Douti Ndjoukou Atimbiadja, et les cadres de la région des Savanes ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de cet appui qui vient une fois encore soulager la prise en charge des déplacés. Un sincère merci aux commerçants du Grand Thône à Lomé pour cet acte de foi qui est l'expression même de la religion qu'ils viennent de poser au profit des sinistrés. Et nous allons transmettre à notre hiérarchie l'acte louable qui vient d'être posé. C'est un modèle pour nos jeunes frères qui doivent nécessairement se dire que lorsque Dieu vous aide, faites grandir ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est à ce titre-là que ce don vient vraiment à point nommé parce que nous sommes en train de rentrer dans le début de l'harmattan où il va faire froid. Autre message qui accompagne cet appui est un appel à toute la population de la région des Savanes, celui de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement. Un nouveau projet au profit des enfants à Anfouin vient d'être lancé. Il vise à établir des actes de naissance aux enfants qui ne l'ont pas depuis leur naissance. Le projet est porté par Amélie Kagne-Sopé, la promotrice de la morgue Saint-Stone d'Anfouin. L'information a été portée à la connaissance des garants des us et coutumes le vendredi dernier. Suivez. À Anfouin, localité située dans la commune Lac 4, après le projet de construction de la morgue Saint-Stone, la promotrice ouvre une autre page de ses projets au profit de la population. Elle tourne son regard vers les enfants de la localité qui n'ont pas d'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est la vie d'un enfant. On a souvent des difficultés avec les enfants de 0 à 15 ans, ceux qui sont en classe d'examen. Ils ont souvent des difficultés, parfois ils n'ont pas d'acte de naissance pour établir les documents. Donc du coup, l'école de l'enfant s'arrête. Ça m'a vraiment marqué parce que j'ai trouvé où il y avait plus de 6 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Du coup, à cause des 6 enfants, j'ai eu à faire 122 actes de naissance. Cette fois-ci, j'ai un projet de 140 enfants. Plus de 100 enfants sont concernés par ce projet. Les parents ne cachent pas leur satisfaction. Aujourd'hui, elle est revenue avec d'autres projets, notamment l'établissement des naissances pour les enfants. Ça, c'est également une grande joie pour nous. C'est un besoin, un soulagement pour nous, la population de Lac 4. Nous sommes une commune jeune et aujourd'hui, on a besoin de toutes les forces vives de la commune pour que la commune soit développée. Sans acte de naissance, un enfant n'existe pas juridiquement et ne peut pas prétendre aux mêmes droits, notamment à l'éducation
et à la santé que les autres. Présent à cette cérémonie, le préfet des Lacs, Daté Bénissante Tevi, a rappelé aux parents leur devoir, celui de déclarer les enfants dès la naissance. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à la culture de la paix et du vivre ensemble. Il faut retenir que les Burkinabés au Togo célèbrent la 7e édition des Journées de solidarité, une rencontre pour saluer l'élan du vivre ensemble entre les membres de la diaspora et saluer les actions menées par les autorités togolaises pour leur offrir l'hospitalité. Compte rendu Komo Boyode. La célébration des journées de solidarité constitue une occasion pour la communauté burkinabé au Togo d'implorer la bénédiction de Dieu sur tous les membres, mais aussi et surtout inculquer davantage aux uns et aux autres les valeurs sociales que sont l'amour du prochain, la solidarité. C'est également un appel pour plus d'actions en faveur des membres démunis et vulnérables. Tout le monde sort au Burkina, va à l'aventure pour se chercher son pain quotidien. Mais ce n'est pas tout le monde qui est toujours accueilli, donc il y a toujours des hauts et des bas. Et face à cela, il y a toujours nos compatriotes, souvent en cas de décès d'un compatriote, on ne sait pas comment pouvoir au moins faire l'enterrement. L'idée est venue de faire cela pour pouvoir aider les démunis et puis pouvoir, en tout cas, en cas de décès ou en cas de maladie, pouvoir faire face à cela. Simco s'est toujours engagé auprès de la communauté depuis plusieurs années à aider, à financer donc les activités de solidarité, parce que pour nous la solidarité c'est l'un des points essentiels qui puissent unir les peuples. Donc la solidarité va au-delà du peuple burkinabé, c'est une valeur, j'allais dire humaine, et nous allons travailler à chaque fois que besoin se fait. Les manifestations ont permis aux responsables de la communauté de saluer et féliciter la qualité des relations bilatérales entre le Togo et le Burkina Faso. Nous ne faisons dans le cadre de ces journées que de perpétuer une tradition, que de rappeler des valeurs qui doivent guider notre vie, vivre ensemble. Le Togo est une terre d'accueil et elle est terre d'accueil pour autant les Burkinabés que les autres communautés qui y vivent. Les autorités sont attentionnées à tout ce que nous leur posons comme difficulté et ils trouvent toujours des solutions. Et nous ne finirons jamais de les remercier. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui se sont plus engagées en faveur de la réussite de cette initiative. Le nouveau parti patriotique NPP au pouvoir au Ghana a désigné ce samedi le vice-président du Ghana, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Mahamadou Baoumia, vice-président du pays depuis 2017 et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, a remporté leur suffrage face à 3 autres aspirants candidats. Mahamadou Baoumia affrontera en décembre 2024 John Dramani Mahama. En Guinée, sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé, l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, a été repris et remis derrière les barreaux. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, sorti de prison samedi à l'aube par un commando armé, a été retrouvé et reconduit derrière les barreaux, ont annoncé l'armée et son avocat. Si son escapade n'aura duré que quelques heures, cette agitation dans la capitale a encouragé l'armée à réaffirmer son soutien au colonel Doumbouya, président de la transition. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. L'avocat du capitaine Dadis Camara a assuré qu'il s'agissait d'un enlèvement et non d'une évasion. Et pendant qu'à Conakry, les circonstances de cette opération suscitent des interrogations sur la sécurité à la prison centrale, l'armée a annoncé que le colonel Claude Pivy est toujours activement recherché.
Une équipe d'archéologues et de chercheurs marocains a découvert le premier quartier portuaire de l'époque romaine au Maroc. Un bâtiment historique datant du 1er au 11e siècle après Jésus-Christ, situé sur le site historique de Chala, ancienne ville et métropole romaine à Rabat. Regardez. Nouvelle découverte impressionnante au Maroc. Des archéologues ont mis la main sur de nouvelles ruines de ce qui pourrait être le premier quartier portuaire antique du Maroc. Vendredi, des chercheurs de l'Institut national des sciences archéologiques et du patrimoine marocain ont présenté ces découvertes faites cette année à Chala, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes sur le site de l'ancienne ville de Salah, aujourd'hui appelée Chala à Rabat, qui a été fondée à la fin de l'an 2 avant Jésus-Christ et a perduré jusqu'à l'an 5 après Jésus-Christ. Cette ville portuaire a existé pendant 6 siècles et elle était ouverte au commerce méditerranéen. Ce commerce transitait par un port qui n'était pas connu avant notre découverte. Le ministre marocain de la Culture a investi près de 500 000 $ dans ce projet depuis le mois de mars et prévoit de doubler ce montant l'année prochaine et chaque année jusqu'à ce que les fouilles soient terminées. Majeur dans la mesure où c'est une première, ça fait la dernière découverte, la dernière statue trouvée dans le royaume du Maroc date des années 60 et donc aujourd'hui ce site-là est riche par les différentes découvertes, Inch'Allah, qu'on pourra faire et c'est un travail énorme parce qu'il va s'étaler sur au moins une dizaine d'années, donc c'est vraiment un travail scientifique qui va nécessiter beaucoup de moyens. Les fouilles ayant révélé des briques inscrites en néo-punique, une langue antérieure à l'arrivée des Romains, les chercheurs pensent que la région a d'abord été colonisée par les Phéniciens. Voilà, c'est l'heure des informations vues sur le net. Abiré, bonjour. Bonjour Yata. Alors, le prix du cacao d'excellence 2023, le Togo dans le top 50. Eh bien, sur un total de 222 fèves de cacao provenant de 52 pays au monde, 50 meilleurs échantillons représentant une qualité exceptionnelle ont été sélectionnés après une évaluation rigoureuse par le jury du concours Cacao of Excellence Awards 2023. Le Togo a présenté 6 candidatures et 3 ont été donc retenus dans le top 50 pour la suite de la compétition. Le pays a fait un travail en amont. Une sélection préalable a été faite selon les critères définis par le service de conditionnement. Il était question d'analyser le niveau de fermentation, le niveau d'humidité, surtout la forme et la saveur des fèves, sans oublier le goût. À la prochaine étape du concours, un jury de professionnels du cacao et du chocolat évaluera les 50 meilleurs échantillons afin de déterminer les lauréats des prix or, argent et bronze. Les lauréats seront annoncés le 8 février 2024 lors de la cérémonie de remise des prix Cacao of Excellence Awards prévue à Amsterdam, aux Pays-Bas. Alors, Abiré, une mission de contrôle et de suivi des subventions de l'État. La mission a été mise en place et c'est au ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Effectivement, la mission a été instituée par professeur Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, et son objectif est de s'assurer du respect de la bonne utilisation de ces subventions de l'État conformément aux règles de gestion édictées dès leur mise à disposition. Le contrôle se fait auprès des responsables des services bénéficiaires des subventions complémentaires, notamment les directeurs régionaux de l'éducation, les inspecteurs et les chefs d'établissement. Ceux-ci sont tenus d'apprêter les pièces justificatives des dépenses effectuées comptant pour l'année scolaire en 2021 en 2022. Alors, cela se passe du côté de la commune Golfe 2 qui s'engage dans la lutte contre les AVC. La deuxième édition de la campagne a été lancée. Et vous venez de le dire, Yata, la deuxième édition de la campagne de sensibilisation contre les AVC a été lancée dans la commune Golfe 2. Et cette initiative vient de l'association 3A du groupe Anaris qui mettent un accent particulier sur notre mode de vie. Il s'agit d'éveiller les consciences sur les dangers de cette pathologie. Et au Togo, c'est plus de 3000 cas d'AVC recensés ces dernières années. Un chiffre de trop qui appelle donc à l'implication de tous. Tout le monde peut être victime d'un accident vasculaire cérébral, mais il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier, nous dit professeur Belemofou, chef division de surveillance de maladies non transmissibles. Il faut éviter les aliments, surtout frits,
parce que trop d'huile, éviter la sédentarité, c'est-à-dire faire du sport régulièrement, aussi être loin et très loin de l'alcool et du tabac. Le plus important, c'est de faire notre bilan de santé. Chaque année, se fait consulter régulièrement. En cas de crise, réagir très rapidement, en amener la personne à l'hôpital. Sinon, 6 heures après, et c'est trop tard. Ok, vrai ou faux, l'Église catholique ouvre la porte à l'ordination des femmes comme diacres? Ah, eh bien, c'est une vérité, c'est vrai. Et cette décision est le fruit de près d'1 mois de débat. Il est urgent de garantir que les femmes puissent participer au processus de prise de décision et assumer les rôles de responsabilité dans la pastorale. Et le ministère a déclaré à le synode. Ces propos sont issus d'un document publié samedi soir après avoir été soumis au vote de 365 membres, dont le pape, au terme d'une réunion mondiale à Rome. La majorité l'emporte. Le synode, assemblée de l'Église catholique composée d'évêques et de laïcs, a donc ouvert samedi la porte à une ordination future à des femmes comme diacres en charge d'assister les prêtres dans leur mission, un premier pas pour intégrer les femmes dans les processus de décision de l'Église catholique. On attend alors, on attend de voir la première femme qui sera ordonnée diacre. Djali Awad en Côte d'Ivoire, le groupe Toufan remporte le trophée. Ah oui, alors que leur dernier album très coloré continue de pénétrer le cœur des mélomanes, leur carrière, quant à lui, vient d'être couronnée par un nouveau prix lors de Djali Awards. Je veux dire les Toufan, la cérémonie de distinction Djali Awards, qui était à sa toute première édition en terre ivoirienne, a fait office d'un événement riche et culturel. Elle a accueilli plusieurs stars comme Fally Ipupa, José, KS Blow, Minos ou encore Sérédier. C'est dans une énergie festive et chaleureuse que ce duo, qui plane sur la musique africaine depuis plus de 15 ans, s'est vu décerner le prix du meilleur artiste groupe de l'Afrique de l'Ouest. Un prix qui vient s'ajouter à d'autres déjà obtenus sur le continent et ailleurs. Effectivement, et c'est tout pour la vue sur le net de ce dimanche. Merci Ami et à la prochaine. À très bientôt. L'entrepreneuriat est l'une des pistes privilégiées par le gouvernement togolais pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Des mécanismes et structures accompagnent les jeunes porteurs de projets novateurs ou de jeunes projets novateurs. On compte parmi ces structures l'IM Impact. L'IM Impact se lance un défi, celui de coacher et faciliter l'accès au financement des jeunes et femmes entrepreneurs togolais. Nous sommes sur ce plateau avec la présidente directrice générale, Madame Limda Awesso, pour nous en dire plus sur les activités de sa structure. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la présidente directrice générale de l'IM Impact. Parlez-nous un peu de l'IM Impact. Alors, ses objectifs. D'accord. L'IM Impact, c'est un groupement d'intérêt économique. Et nous avons pour objectif de redynamiser, de rééduquer financièrement et d'apporter des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, les femmes et les entrepreneurs. Alors là, vous venez de le dire, quels sont les différents axes que vous développez au sein de l'IM Impact pour ces jeunes entrepreneurs? Alors au premier abord, l'IM Impact, c'est déjà la formation. Donc nous formons chaque membre actif de l'IM Impact, à savoir quand ils viennent et qu'ils ont quelques difficultés, nous discutons avec eux, on essaye de répertorier et de rassembler par groupe les gens qui ont des mêmes difficultés et ensuite de les former avec des mentors qui sont parfois des financiers, parfois des hommes d'affaires, pour partager l'expérience et apporter des solutions aux réponses, et donner des réponses aux questions qu'ils se posent et comprendre aussi pourquoi est-ce que leur activité n'évolue pas comme ils le souhaitent. Alors, votre cible aujourd'hui, qui peut bénéficier du financement de votre cabinet? Alors, la cible est vraiment vaste. Les jeunes étudiants peuvent venir vers nous. Nous avons un partenaire américain qui nous a octroyé 500 bourses pour ceux qui désirent faire un master ou une licence
dans plusieurs disciplines. Donc nous avons des écoles qui sont partenaires à l'IM Impact, qui sont prêts à les accueillir. Nous avons aussi des facilités, en tout cas nous essayons d'accompagner les PME qui ont souvent des projets et qui ont souvent peur et qui sont fébriles dans leur financement. Donc nous essayons de les aider à reconstituer un business plan, à aller vers une institution. Parfois, on essaye de se mettre en garantie pour eux et on les accompagne vers une institution financière qui est partenaire et qui est prête à les accompagner pour financer leurs projets. Alors, bien avant de revenir aux 500 bourses dont vous aviez parlé, Oui. je voulais juste savoir quels sont les critères qui vous permettent de sélectionner les dossiers retenus pour le financement des PME. Alors, il y a déjà un contrat moral. Quand vous venez, vous remplissez un formulaire et vous le signez. Ce qui vous engage à respecter les clauses de l'IM Impact. Et nous aussi, nous nous engageons à vous accompagner pour un suivi, non pas d'une seule activité, mais sur au moins 5 ans pour voir la pérennisation de votre projet. Déjà, ça, quand vous acceptez ça, c'est une première condition. Deuxième condition, vous devez être adulte, donc majeur, tout en sachant que vous êtes conscient de ce à quoi vous vous engagez. Et troisième condition, c'est d'adhérer à l'IM Impact avec un forfait qui n'est vraiment pas imposant, mais qui vous permet de vous déclarer membre de l'IM Impact. Donc toute la couche de la population est la bienvenue, puisque nous avons aussi des femmes qui sont dans l'informel, nous avons des jeunes entrepreneurs et nous avons des étudiants. Alors, juste pour cette adhésion, est-ce qu'on peut avoir un peu le montant ou c'est un peu... Non, ce n'est pas un secret. Donc, c'est 7 500 pour les personnes physiques et 15 000 francs par société. 7 500 pour les personnes physiques et 15 000 par société. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous aviez annoncé 500 bourses aux étudiants. Bon, parlez-nous un peu de ces bourses. Alors, nous avons 2 établissements, y compris CIFOP, qui est très, très reconnu sur le plan national, et CIBIT. Ils sont en marketing, en gestion et autres. Et nous avons pu obtenir d'un partenaire qui est prêt à financer sous garantie de résultats plusieurs adhérents, même des adultes entrepreneurs qui veulent continuer. Il y a des cours du soir. Et donc, pour la licence, par exemple, vous déposez 100 000 francs et vous avez accès à une bourse d'à peu près 1 800 000. Donc, je crois que c'est quand même intéressant pour des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont envie d'apprendre. Moi, ça serait ma plus grande fierté de me dire qu'à cette rentrée, exactement fin octobre, début novembre, nous puissions vraiment avoir les 500 jeunes. Ça serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité. Il y a des conditions d'éligibilité pour les 500 bourses. Alors, les conditions, comme je le disais tout à l'heure, ça sera de 100 000 francs pour les licences et 150 000 francs pour ceux qui iront en master. Alors, et tout le reste du cursus est pris en charge par l'IM Impact. Est-ce qu'il y a déjà des étudiants qui sont dans le circuit pour la sélection? Oui. On peut avoir le nombre, l'effectif? Alors, depuis 1 mois, nous avons tous les samedis un masterclass de 25 personnes qui viennent s'inscrire. Donc, ça fait déjà 100 personnes qui se sont inscrites. Nous espérons aboutir au double à la fin du mois prochain pour commencer au moins avec 200 étudiants. Alors, migrer de l'informel vers le formel, c'est aussi l'engagement de l'IM Impact, votre engagement. Et que faites-vous en la matière? Personnellement, je suis présidente d'une association de femmes qui sont pratiquement toutes dans l'informel. Et donc, ma vision et ma projection, ça serait de les emmener vers le formel, tout en leur expliquant que c'est tout bénéf pour elles, si je veux parler ainsi, parce que quand elles se mettent dans le formel, elles peuvent faire plus grand et multiplier leur activité fois 10, fois 100. Pour l'instant, elles se contentent du peu. Donc, pour ne pas leur faire peur, nous avons créé une mutuelle qui est
accessible à tous, avec une petite participation, une cotisation journalière, mensuelle. Et ensuite, avec ce que vous avez déposé, vous pouvez accéder à un financement qui représente 3 fois la somme que vous aurez déposée. Là, c'est déjà bien. Deuxième point, nous les formons, donc en plusieurs langues, pour celles qui ne sont pas allées à l'école. Et troisième point, elles peuvent s'inscrire avec une carte d'électeur pour celles qui n'ont pas de pièce d'identité. Alors là, vous avez dit le montant 3 fois, je dépose 100 000, je peux avoir... 300 000 au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Exactement. Alors vous êtes sur le terrain, Lim Impact est sur le terrain depuis 2006, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, en termes de bilan, que peut-on retenir de Lim Impact? Alors Lim Impact est là depuis 2006 parce que nous sommes un groupement de 21 sociétés, dont la première a été créée en 2006. Et nous sommes plutôt positifs. Nous avons beaucoup d'espoir en l'avenir parce que nous avons un pays très paisible et qui offre d'énormes opportunités. Donc, nous nous projetons vraiment loin en se basant sur le passif que nous avons. Donc, on croise les doigts, je pense que ça peut aller. Alors, vous venez de le dire, vous avez foi en l'avenir. Quelles sont vos perspectives dans un an, disons? Dans un an, j'aimerais beaucoup que nous ayons au moins quelques milliers d'adhérents pour être un peu plus forts, parce que quand nous sommes ensemble et que nous allons vers les structures, on nous prend un peu plus au sérieux et les moyens qu'on débloque, par exemple à la BOAD, à la BIDC, toutes les grandes institutions qui veulent accompagner l'Afrique et fédérer tout ce que nous imaginons, ont besoin de quelque chose de sérieux. Donc Lim Impact se veut sérieux tout en fédérant et en rassemblant large. Donc on aimerait avoir beaucoup plus de sociétés partenaires. Actuellement, nous en avons beaucoup qui se sont inscrites pour financer elles-mêmes leurs projets, mais aussi nous avons des microfinances qui sont là. Nous avons déjà signé avec 3 qui veulent accompagner nos jeunes et nos femmes. Et je crois que dans un an, Lim Impact devrait être beaucoup plus imposant. Et là, où retrouver Lim Impact? Lim Impact se trouve au niveau de la Colombe de la Paix. Nous sommes collés à l'hôtel Saint-Thomas et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ok, merci Madame Limda Avesso, présidente directrice générale de Lim Impact. Merci d'être passée dans le JDD. Merci pour cette opportunité. Merci. Le ministre Katari Foulibazi de l'Environnement et des Ressources forestières a échangé à Sokodé avec les acteurs locaux des 5 préfectures de la région centrale. En toile de fond, la création des forêts communales, des espaces verts qui contribuent non seulement à l'atteinte de la vision d'1 milliard de plants à l'horizon 2030, mais aussi à la création de richesses. Désiré Aloy. L'ambition d'atteindre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, le gouvernement togolais, au travers du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières, multiplie des stratégies. Stratégies pour convier tous les Togolais citoyens actifs à adhérer massivement à cette politique de reboisement, couverture végétale. Les communes sont fortement impliquées pour contribuer à atteindre les objectifs. Dans cette vision, le ministre Katari Foulibazi de l'Environnement et des Ressources forestières entretient à Sokodé les acteurs régionaux, maires et chefs de canton des 5 préfectures de la région centrale. Une sensibilisation pour les inciter à la création des forêts communales. Les élus locaux ne peuvent pas mettre en place des forêts communales tant qu'ils n'ont pas les superficies pour le faire. C'est pourquoi nous avons voulu que les chefs cantons soient là pour qu'ensemble ils étudient l'hypothèse de mettre en place ces forêts communales. Et nous pensons que déjà dans la région centrale, on peut commencer à partir du reboisement 2024. Et déjà, on est venu ici pour voir l'espace qui a été réservé par la commune Tchaoundjo 1. Les autres élus locaux ont pris l'engagement d'aller déterminer les espaces et les superficies pour
qu'au lancement de notre campagne de reboisement 2024, les reboisements puissent se faire dans ces espaces qui ont été réservés. L'action citoyenne entend amener les élus locaux, les chefs traditionnels et autres acteurs à se mobiliser et être les premiers responsables de ces espaces verts. Aujourd'hui, on nous parle de forêt communale. C'est un intérêt particulier parce que, avoir les exemples donnés, une forêt communale ne fera qu'enrichir la commune. Parce que cette forêt peut être une source de revenus pour les recettes de la commune. Et il y aura une autre attraction de la visibilité de la commune. L'initiative est appréciée par nous les chefs pour aller à la création des forêts communales. C'est vraiment très bien réfléchi et nous pensons être disponibles auprès de nos maires pour chercher les solutions qui nous permettront d'abord, d'avoir des terres disponibles. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre Katari Folibazi et les participants à la concertation de Sokodé ont donné le ton à ce projet novateur. Les berges de la rivière Bambodolo qui traverse la ville de Sokodé sont renforcées avec la mise en terre de 400 plants, un espace de 5 hectares délimité pour créer la forêt communale Tchaoudjo 1. Fin du projet PVOD, Forum Vert, 2 ans après son lancement. Le projet initié par les jeunes, en collaboration avec certaines communes du Togo, a permis de former des jeunes sur les bonnes pratiques environnementales. À l'actif du projet, des espaces verts dans certains centres. Suivez. Entre engagement écologique et épanouissement communautaire dans la sous-région ouest africaine, le PVOD Forum Vert suscite de l'espoir. Le projet de promotion des espaces verts pour un meilleur cadre de vie a mobilisé des jeunes de diverses collectivités locales à travers des programmes de formation. L'objectif de cette initiative est de créer des espaces verts au profit des communes. 2 ans après le lancement de ce projet, les bénéficiaires sont désormais aguerris dans la défense de la cause environnementale. Notre participation, mais notre contribution à l'atteinte de cet objectif, c'est de pouvoir fournir des plans nécessaires pour pouvoir reboiser les espaces et restaurer les écosystèmes dégradés en vue de contribuer efficacement et de façon pratique à l'atteinte de ces objectifs-là. PVOD Forum Vert est présenté comme l'une des solutions durables aux problèmes écologiques. Il réinvestit ainsi dans de nouvelles pratiques environnementales et s'engage à lutter pour un environnement sain ainsi qu'à fournir de nouvelles orientations pour relever les défis actuels. Plus, il s'inscrit dans la vision du gouvernement qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Les objectifs visés sont promouvoir les espaces verts auprès des communes, promouvoir le métier d'horticulture auprès des jeunes. C'est notamment la formation qui a été faite aux jeunes au Centre national de semenciers à Davier sous l'appui du ministre de l'Environnement. Pour la phase pilote et pour les perspectives d'avenir, nous sommes en démarche avec l'Union des chambres régionales de métiers pour qu'à l'avenir, les horticulteurs puissent avoir accès et puissent passer l'examen de CFA. La phase pilote de ce projet a bénéficié d'un soutien technique et financier de la commune du Golfe 5. C'est tellement important de planter des arbres. C'est pour cela que nous voulons féliciter ici le projet PVOD Forum Vert pour son engagement. C'est l'occasion de lancer un appel à tous nos concitoyens que pour que nous puissions avoir une ville durable, il faut que nous plantions beaucoup et donner à notre pays une image d'un pays engagé dans le vert. Parce que lorsque l'environnement est sain, c'est que la santé est également au rendez-vous. Lancée le 29 octobre 2021, la première édition du PVOD Forum Vert est maintenant clôturée, mais elle prévoit de perdurer dans le temps. À l'instant, l'apothéose du projet Forum Vert, un sujet de Norbert Abédanou, le récit de Honoré Modjro. La Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la CARA effectue une tournée dans les préfectures de son ressort territorial à la rencontre des acteurs impliqués dans la campagne de reboisement de cette année. C'est pour faire le bilan à mi-parcours de cette opération. Les étapes de l'Aquéran, de Doufalgou et de l'Abina avec Nestor Mouzou. Restitution à mi-parcours dans l'Aquéran de la campagne de reboisement lancée le 1er juin dernier.
Selon les chiffres de la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières, cette année, 225 000 plants ont été mis en terre sur une superficie de 735 hectares et 9 km de linéaire. Ce résultat confirme la performance de l'année dernière de la préfecture de l'Acquéran. Plus de 200 000 plants ont été reboisés sur une superficie de 635 hectares et 75 km de linéaire. Le taux de réussite est à 99% dans la préfecture de l'Acquéran. Nous pourrons porter ces plants avec les pare-feux pour que nos efforts ne soient pas vains. Ici, nous sommes à Tétou, dans la forêt classée de Béao. Vous voyez, la forêt classée ici, c'est toute une chaîne de montagnes qu'on protège. Donc pour protéger cet écosystème fragile, il faut reboiser. Du côté de la préfecture de Dufelgou, les acteurs, notamment les autorités locales, la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières, les ONG et associations et les planteurs privés se sont aussi mobilisés pour faire de la campagne de reboisement de cette année une réussite. 108 585 plants sur 400 hectares et 12 km de reboisement linéaire. Voilà comment se présente le bilan à mi-parcours dans cette préfecture. Par rapport aux campagnes passées, c'est une grande réussite parce que la première édition, les acteurs ont pu mobiliser que 39 000 plants mis en terre. La deuxième édition, ils sont allés jusqu'à 65 000. Et cette édition, à 108 000, je pense que les gens ont commencé par comprendre et nous évoluons déjà. Il y a eu des actions qui ont été menées pour les entretiens déjà. Pendant que l'Acquéran et Dufelgou se réjouissent d'avoir fait un bond en avant, la préfecture de la Bina, elle, fait grise mine. Pour la campagne de reboisement de cette année, elle a malheureusement régressé. Il était prévu près de 300 000 plants à mettre en terre, mais ce sont 90 000 plants qui ont été reboisés sur 130 hectares et 1 km linéaire. En 2021, nous avions mis en terre à cette période plus de 143 000 plants. L'année qui a suivi, on a mis plus de 164 000 plants. Cette année, nous avons mis autour de 90 000 plants. Avec l'inventaire forestier national de 2015 qui a été reconduit en 2021, il a été remarqué que la Bina est une préfecture qui est moins nantie sur le plan forestier. Et donc la Bina a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Le bilan à mi-parcours a été instauré pour permettre aux acteurs de savoir ce qu'ils ont fait comme travail et à rester mobilisés pour la suite. Avant, on reboisait les 1er juin et puis c'est fini. Mais après, on a constaté qu'il ne faut plus reboiser en une seule journée. Il faut prendre une saison pluvieuse pour reboiser. Maintenant, les acteurs ont reboisé. Il est de bon ton qu'on puisse leur dire qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pendant cette campagne de reboisement pour permettre de voir on est à quel niveau de l'ambition que le chef de l'État a donné comme orientation. Planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2030 au Togo. C'est l'ambition que le président de la République, Faure Sozomna Gnazingbe, a donnée comme orientation. Coup de balai et de machette de la commune Golfe 2 du OCTF, Centre togolais des expositions et foires de Lomé, Togo 2000, ce samedi. L'opération de salubrité menée s'inscrit dans les actions de la foire qui s'ouvre bientôt. Regardez. Les habitants de la commune Golfe 2 se prêtent à l'opération de salubrité. La CTF a été choisie pour accomplir ce devoir civique qui vise à préparer l'infrastructure en vue de la prochaine foire Togo 2000. Ce premier samedi du mois a été déjà institutionnalisé par le gouvernement. Donc nous, en tant que citoyens, on ne peut que respecter ce que le gouvernement dit. Dans cette activité de citoyenneté, la commune Golfe 2 est soutenue par l'association TMSDSCOM. Nous sommes là, c'est pour apporter un soutien à la foire. Dans quelques jours, on va lancer la foire Togo 2000. Et il y aura des étrangers qui vont venir habiter notre pays. Et il faut que l'endroit soit propre. À travers cette initiative de ville propre, la commune Golfe 2 appelle tous les citoyens à respecter leur environnement. Cette action ne devrait pas être ponctuelle, mais au contraire, elle devrait s'inscrire dans la continuité au-delà du premier samedi du mois. Ce dimanche, je vous l'annonçais en titre du pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, mère de la miséricorde de Togoville. Ils sont des milliers de chrétiens catholiques à y prendre part, événement qui marque les 50 ans de ce lieu saint, jubilé d'or rehaussé par la présence du chef de l'État, Faure Sozomna Gnazingbe. Le président a été accueilli sur place à son arrivée par les fidèles chrétiens et le clergé. Les images à vous.
Voilà, c'est sur ces images de l'arrivée du président de la République, Faure Azosomna Zimbe, au sanctuaire marial de Togoville que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.